Je me méfie beaucoup des souvenirs aussi parce que je crois que inconsciemment on les adapte à notre convenance. Voilà plus de 30 ans que les tanneries angevines de Seiches-sur-le-Loir ont fermé leurs portes. Si l'usine a totalement disparu du paysage, il reste encore de nombreuses traces bâties de cette entreprise qui a rythmé la vie de ce village pendant les 60 années les plus prospères de son existence. Si la salle des fêtes a retrouvé depuis longtemps sa destination, les locaux administratifs, eux, ne sont devenus la mairie que depuis peu. Et c'est à la maison de retraite Elianthem que des résidents, leurs familles et des bénévoles nous attendent pour y évoquer la vie et le travail de cette période. Je retournais l'autre fois visiter un petit peu la mairie, ça te rappelle des souvenirs. Cette sirène hurlait, mais c'était un hurlement parce que nous on habitait au 15 et ça sonnait donc au carrefour et la sirène retentissait dans tout Seiches. Hein. C'était important la sirène. Il y avait 3 coups de sirène. Le premier c'était pour annoncer que fallait se préparer, le deuxième fallait être rentré, comme les pompiers. Et le troisième fallait absolument être à son travail. Parce qu'il y avait quand même des sanctions. Quand c'était le midi ou le soir, le coup de sirène, tout le monde arrivait à la barrière. Le deuxième coup, on avait l'impression que c'était le départ du marathon ou 20 jours comme ça, parce que c'était un flot. On servait beaucoup de tanneurs parce que aussitôt que la tannerie sonnait, le quart d'heure après, tout le monde se précipitait avec le vélo, venir chercher le poudriette et tout ça, et c'était formidable. Ah, ça a été des clients exceptionnels. Exceptionnels, à part quelques-uns qu'il fallait marquer, mais autrement, ça a été vraiment... On a bien galéré après la fermeture des tanneries. On a eu beaucoup de clients le matin, sitôt qu'il était 6h30, le petit verre de goutte avant d'aller au boulot. Sitôt que la sonnait, il partait. Le midi, c'était pareil, et le soir aussi. Voilà, on avait des représentants qui venaient déjeuner, coucher, des représentants de la tannerie pendant plusieurs années. Il y avait beaucoup d'employés, il y avait beaucoup d'ouvriers avant la guerre. On a été jusqu'à 300 et quelques personnes aux tanneries. Ah bah oui. Tout le corps de métier était pour... il y avait des maçons, des couvreurs, tout ça pour construire les maisons qui ont été faites. C'est eux qui les ont faites. Quand ça marchait bien, ils allaient tous les jours chercher des ouvriers à Angers. Chercher le matin, les ramener le soir, hein. Puisque l'usine était en plein dans le centre, donc automatiquement on vivait au rythme des tanneries. De toute façon, l'école, je m'en rappelle, il y avait c'était 2 coups, les tanneries, matin, midi et soir. Oui. On vivait au rythme des tanneries. Mais c'est l'odeur qui était frappante. L'odeur de cuir et de peau. De peau et de... Le petit ruisseau, c'était quand même... Ah, le petit ruisseau, c'était impressionnant. Qui changeait de couleur. Les odeurs, c'était surtout parce que il y a le rond-point là, ici. Et c'est l'eau qui vient du haut de la route de Paris. Et puis, mais ça traversait aussi les tanneries là. Et ils avaient fait une tuyauterie dans le milieu là pour... mais il y avait toujours des odeurs. C'était pas nettoyé comme maintenant. Hein.
je dois avoir une carte postale d'autrefois de la tannerie, mais tout au début des tanneries, c'était dans la rue des Rabières. Et en face, c'était une scierie, c'était chez Rochepeau, et je me souviens qu'ils mettaient, vous savez, c'était un terrain vague, ils mettaient tout leur pied d'arbre qui était là. Et c'était par là, au départ, que les ouvriers y sortaient. C'est pas la salle des fêtes maintenant, c'était derrière. Au départ, c'était rue des Rabières. Oui, bon, bah là, les camions, les deux cars qui servaient justement pour la musique et puis les gymnastes. Là. Et puis ce camion, je crois, là, qui servait pour... c'était les déchets, hein, je pense qu'ils emmenaient ça sur la route de Montreuil. Là, il y avait une fosse et puis ils mettaient ça dedans. On travaillait dans les bureaux. Et encore Simone, elle est avant, donc c'était encore plus familial. Mais à cette époque-là, c'était vraiment cloisonné. Et nous, on avait demandé à visiter l'usine parce qu'on aurait trouvé ça normal. On nous a répondu, si vous voulez la voir, vous aurez qu'à venir un samedi, le jour qu'ils ne travaillaient pas, quoi. Moi, j'ai jamais visité l'usine. Non, on n'a jamais visité l'usine. À part le magasin, les marteaux. Oui, le magasin encore à l'entrée, parce que c'était juste en face les bureaux. La mécanique, on apercevait, parce que moi, de ma fenêtre de mon bureau, je voyais l'atelier de mécanique, mais c'est tout. Il y avait les tanneries Angevine, il y avait la société Angevine de cuirs et crépins, c'était tout pour les cordonniers. Il y avait EGCA, c'était la construction. Ah là, c'était le cinéma. C'était cinéma, théâtre, la famille. Il y a la société La Famille aussi. Ça, c'était tous les employés des charmières. Ouais. C'était pour éviter, pour les gens, pour payer moins d'impôts. Donc, Il y avait le curé, le maire et les tanneries. C'était presque 3 clans. Avec le curé, quand même, le patron s'entendait assez bien avec le curé, mais pas avec le maire. C'était surtout au niveau de la mairie. De la municipalité. Ils étaient à couteau tiré avec les tanneries Angevine, qui évidemment, ils ont tout fait. Tout a été bien fait par le patron des tanneries Angevine, alors que en fait, il n'y avait rien de fait au niveau de la commune. Sans doute à cause des moyens aussi qu'ils n'avaient pas. Mais il n'y a jamais eu d'entente, hein. Jamais. Monsieur Henry a rentré au conseil municipal, mais longtemps après. Il n'y a pas rentré tout de suite, Monsieur Henry. Mais parce que quand on perd le Nénaon, ça, il n'en est pas question. Il aurait été au conseil municipal, c'est pour le coup qu'il y aurait eu la guerre. Il y avait au conseil municipal, à l'époque, il y avait beaucoup de cultivateurs. Oui. Hein, voilà. Bon, ils voyaient ça sur l'angle des... sur leurs intérêts à eux. Mais ils ne voyaient pas tout ce qui pouvait se faire justement au niveau social que les tanneries ont fait à l'époque. Et alors après, malheureusement, quand les tanneries se sont arrêtées, la commune a hérité, ça a fait un héritage empoisonné, on peut dire, parce qu'il a fallu tout refaire. Autrement, on a un très bon souvenir de toute la tannerie. On peut dire que des bonnes choses, quoi. Moi, je peux dire qu'on a été heureux de les trouver. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de logement. Après la guerre, on avait des enfants élevés. C'est quand c'était une famille nombreuse. Après, moi, j'ai eu 7 enfants. De toute façon, dans les Rabières, il y avait beaucoup de familles nombreuses. C'est plutôt que quand ça a été pour fermer, parce que vous pouvez demander aux commerçants qui c'est qui faisait vivre, c'était les ouvriers des tanneries. Hein? Parce que nous, on faisait toutes nos courses ici, on n'avait rien. Quand ça fermait, c'était grave, hein, parce que c'était grave, il n'y avait plus rien. Il y en a qui sont allés à Châteauneuf, à la tannerie de Châteauneuf, quand même. Puis, je sais pas, les gens se sont éparpillés comme ça. Il y avait différents postes, hein. Il y avait des postes qui étaient intéressants, d'autres qui l'étaient moins, d'autres qui étaient très sales, d'autres qui étaient très durs. En 1945, il est rentré aux tanneries.
Et il est resté jusqu'à ce que ça ferme, qu'il y ait des bruits de fermeture. Et à ce moment-là, il avait cherché un autre travail sur Angers. Tout d'un coup, toutes les peaux revenaient et il fallait embaucher. Et puis tout d'un coup, c'était arrêté et il n'y avait plus de boulot. Enfin, bref, c'était pas du tout stable. Et on avait quand même 8 enfants, nous. Il a été dans les sèches. Il a même été au travail de rivière, où mon beau-frère a fait sa carrière au travail de rivière. Oh, ben c'était le plus dur. Les peaux de vache, elles arrivaient brutes. Et puis, ben, il y avait les charneuses, il y avait tout ça qui continuait, mais c'était un travail dur. Puis alors, après ce temps-là, ils mettaient des produits dans les bassins, et ils mettaient les peaux à tremper dans ces produits-là. C'était un travail, vous savez, dans ce temps-là. Les gens, il y avait beaucoup de gens qui laissaient leur ferme et puis qui rentraient aux tanneries. Alors forcément, pour ces gens-là qui arrivaient de la ferme, les tanneries, ils devaient trouver ça dur. D'abord, c'était renfermé. Tout le monde travaillait quand même, hein, tous ceux des Rabières. Et on connaissait pas le chômage. Il y avait les enfants qui après, ils passaient le certificat d'études et puis après ils allaient aux tanneries. Oui. Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur? Oui. C'est-à-dire, on faisait toute la France, la Belgique, un peu l'Allemagne. Je rencontre un fils le Dédao, dansait. Je lui demande s'il est embauché. Je dis, ben, pas de... Alors, ben, il m'a dit, venez demain matin, au bureau, on verra ce que l'on peut faire. Voilà. Alors j'étais le lendemain matin, pour passer un examen, un interrogatoire, et puis j'ai été embauché. Pas par le vieux, parce que le vieux ne voulait pas me voir. Ah bon? Le vieux patron. Parce que? Je sais pas, peut-être il ne me plaisait pas. Ah oui, non, c'est pas la peine que ta tante qui me dit, il n'y a pas de travail pour toi ici. Ah, bah, pas toutes les villes, mais à peu près. Ah oui. Mais j'étais en Belgique aussi, même en Allemagne. J'étais jusqu'à Francfort, en Allemagne, à 200 km de la frontière. C'était des gros camions blancs et rouges, ça se voyait, avec des gros écriteaux dessus, tannerie angevine. C'était pas... ça passait pas inaperçu. Soi-disant, des fois, la première livraison était bonne, et puis la deuxième était moins bonne, et puis la troisième était pas bonne, c'était mélangé. Alors, après, ben, les clients ne reviennent plus, hein, c'est fini. Ils retournaient le cuir ou ils n'en prenaient plus. Hein. Ils se fournissaient ailleurs. Il y a un chauffeur qui s'est tué en accident, et après, quand ils ont vu que mon mari avait ses permis, ils l'ont mis sur la route à rouler avec un camion. Les livraisons dans le Choletais, il n'a jamais fait l'étranger. Hein. Si, un petit peu, mais avec des copains, des plus jeunes que lui, qui l'accompagnaient. Et il a fait Marseille, Paris, mais il était toujours accompagné. Parce que vu le rush, il ne voyait pas aller tout seul, il n'y avait jamais été, quoi. Ils ont été un petit moment, ils étaient à deux, puis un beau jour, le patron, M. Henry, il a dit, de toute façon, maintenant, vous ne serez plus qu'un chauffeur par camion. Alors les gars ont dit, Monsieur Henry, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, vous vous rendez compte? Alors Monsieur Henry aurait dit, si vous n'êtes pas capable de le faire, nous en prendrons d'autres. Alors, mon mari a dit, plus personne n'a rien dit. Hein. Il partait souvent le dimanche dans la nuit pour être à la livraison pour les magasins, ceux qui faisaient les chaussures, quoi. Je sais qu'il avait des paires de chaussures, des fois, je ne me rappelle plus, pour les enfants, qu'on lui donnait en cadeau des ceintures. J'étais au travail de la rivière, pas très longtemps, mais j'étais au travail de la rivière. C'est le début des travaux forcés, ça. Et puis après, je suis passé en bosserie. En bosserie, c'était pas facile non plus. Hein. J'en ai bavé. Puis surtout, vous aviez là aussi ce qui s'appelait le levage des fosses.
il y avait dans le milieu de la cour, il y avait des fosses qui faisaient plus de 2 mètres de profondeur qui étaient enterrées. On me couchait les cuirs qui avaient été coupés. J'étais coupeur, moi, d'abord, c'était ma spécialité, couper les peaux, les détailler, les coupons, les coller, puis les flancs. Mais les coupons étaient mis en fosse dans sous terre, là, avec du tanin. Et ça, c'était vraiment le travail de forçat. Hein. Quand vous aviez été de 2 mètres 20 de profondeur avec un cuir qui faisait 15 kilos, c'était redouté par tout le monde, ça. Le vache des fosses. Mais ben, il n'y avait pas à dire, il fallait le faire. Et quand j'ai vu les conditions, parce que j'ai vu mon père avec son grand tablier de cuir, ses gants qui n'étaient pas vraiment des gants, et dans de l'eau glacée, et puis cette odeur... Enfin, il y avait des bons côtés dans l'usine. Il y avait des postes qui étaient pas désagréables, pas payés cher, mais pas désagréables. Les séchoirs, par exemple, le magasin, non, le plus dur, c'était le travail de la rivière, puis le tannage, tout le tannage en bassin, tout le tannage en tonneau. C'était l'enfer, ça. C'était incroyable, il faut l'avoir fait pour le savoir. Les bassins, les pots, tremper les pots, tout ça, ça sent tellement mauvais hein, à cette époque-là. Parce que les pauvres gars qui y travaillaient, ben, vous savez, ils avaient que des habits à eux hein, pour se changer. On n'habillait pas le personnel, ils n'étaient pas habillés, eux. Ils se servaient de leurs affaires. De tanin, vous savez, ils recevaient les peaux vertes, quoi, les peaux brutes, puis ils mettaient ça dans des grands bains. Et puis après, il fallait gratter ça. Après, ça s'est modernisé, ils ont eu des matériels, des machines. Mais il y en a qui ont travaillé dur dans les anciens, de ceux qui sont morts il y a déjà longtemps. Les salaires étaient suivants à la proportion du travail qu'ils faisaient, parce qu'il y avait du travail qui était très dur, pénible. Alors, ils étaient quand même rétribués. Mais dans l'ensemble, c'était moyen. Ma mère, elle travaillait aux tanneries. Elle était responsable de toutes les sorties de cuir. Elle travaillait au magasin. Quand j'ai eu 13 ans, le patron a dit « Tu me donnes ta fille, elle vient travailler au bureau. » Alors j'ai été travailler au bureau. J'ai fait tout mon apprentissage là-bas. J'ai appris. On m'a donné une machine à écrire. Et puis après, j'ai pris des cours de comptabilité par correspondance quand j'étais un petit peu plus grande. Voilà. Mais elle employait tous les enfants du personnel. Hein. Oui. Les uns étaient plombiers, les autres étaient mécaniciens. Eh ben, elle est née en 1913, et elle a dû rentrer, oui, à 14 ans, enfin, après l'école. Ma mère s'est jamais plainte de son travail ni quoi que ce soit. Je pense qu'elle a toujours été... Oh non, elle est une bonne ambiance apparemment, d'après ce que... Parce qu'elle a eu pas mal de filles avec elle, hein, parce que vu l'âge qu'elle est rentrée, elle a eu plein de jeunes qui sont venus et qui sont pas restés si longtemps qu'elle, hein, c'est sûr. Hein. Elle était davantage, je crois, d'après ce que... Enfin, à une certaine époque, quand ils faisaient encore les transports, plus à l'expédition, tous les papiers pour donner aux chauffeurs, enfin bon... Moi, je travaillais aux tanneries, mais j'étais dans le bâtiment, à l'entretien. Alors je visitais un peu partout dans l'usine, quoi, parce qu'on en a travaillé pendant 11 ans. On était 8 ou 9 à la menuiserie, puis on faisait tous les bains, on travaillait dans les tanneries, puis on faisait les maisons aussi. Après les bureaux, quand les bureaux ont été terminés, on a fait l'école des garçons. Pour les gros tonneaux, ah oui, j'en ai fait aussi plusieurs, avec mon collègue. Les tonneaux, on avait presque 100 de tonneaux, hein, mine de rien. On avait quoi, une trentaine de maçons hein, par moment. On avait 7 ou 8 peintres, 9 menuisiers qu'on était. Puis il y avait quoi encore Les mécaniciens? Les mécanos, bah oui, les mécanos, il y avait une quinzaine de mécaniciens.
Il y avait des tours, il y avait tout, quoi. J'ai commencé en décembre 35 et je suis partie en juin 68. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait peut-être 1500 adresses. Et quand elles ont été terminées, j'ai pris une brouette pour les porter à la poste. C'était pour les représentants qui donnaient leur adresse et la date de présentation pour vendre du cuir, bien sûr. Oui, j'ai appris la comptabilité, je suis devenue comptable. Bon, ben, c'était les contremaîtres qui relevaient les heures des ouvriers, ou quand c'était comment ça s'appelle Qui étaient aux pièces. Quand ceux qui étaient aux pièces, alors c'était le petit père ouvrard qui avait un bras en moins, qui relevait toutes les pièces tous les jours, hein, et qui donnait ça à M. Simonet, M. Simonet préparait les payes. Et qui ça montait à la comptabilité après. C'était tout en liquide. C'était des acomptes en liquide. Ah, tout en liquide. Et le jour de la paye, on téléphonait à la... Alors, il fallait qu'on aille, comment je veux dire, fallait qu'on fasse le détail de tous les billets de 100, de 50, de 20, de 10, etc. Et on demandait le montant total de la paye, le total des ouvriers, et on nous apportait tout le détail, même avec la petite monnaie. Ils donnaient des acomptes aussi. Ah ben on donnait un acompte le 15 du mois, oui. Et entre-temps, il y avait des ouvriers qui venaient encore chercher des acomptes. Et le jour le 15 ou le 31 au moment de la paie, il n'y avait plus beaucoup d'argent dedans. Il y en avait quelques-uns qui avaient tellement pris d'acompte qu'il n'y avait pas grand-chose à toucher. Et au départ, c'était des sacs en toile. Et on mettait là. Et puis le nom était marqué sur chaque... au départ, quand j'étais jeune. Hein. Et après, on mettait ça dans les enveloppes. Mais c'était des enveloppes de récupération. Mais des enveloppes de récupération. Et on avait une petite machine exprès pour fermer l'enveloppe. Ben oui, exactement. Je suis arrivée à l'âge de 17 ans à Seiches-sur-le-Loir. J'arrivais de ma Normandie. Et je suis rentrée à travailler aux tanneries Angevines au mois de février 1955. Et j'ai travaillé jusqu'en 1961. Je suis partie en même temps que mon mari. Donc moi, je travaillais au service comptabilité. Et lorsque je suis rentrée, c'était justement à l'époque où aux tanneries, ils mettaient en place le premier service informatique, c'est-à-dire les cartes perforées. Et donc, on faisait de la facturation, toute la comptabilité, les feuilles de paye, et voilà. Et nous étions deux à faire la perforation, et il y avait deux messieurs, deux machines qui s'appelaient la trieuse, et puis la machine pour sortir pour imprimer, voilà, c'est ça. Et il était une certaine époque même, on faisait beaucoup de rendement, hein, parce qu'on travaillait ou du matin ou de l'après-midi. Donc on commençait à 5 heures le matin. Oui. Et puis jusqu'à... on faisait 45 heures, hein, comme l'usine. Et à la comptabilité, on était quand même beaucoup. Il y avait le chef comptable, qui avait son bureau. Après, dans l'autre bureau, il y avait donc Simone. Oui. Il y avait 3 autres personnes. Il y avait la secrétaire, qui faisait tout le courrier, et puis 2 autres personnes qui faisaient comme Simone. Non, 3. Elles étaient 3. Il y avait Monique. Et donc, nous, dans la partie... parce que nous, on était un peu séparés, parce que ça faisait du bruit quand même. Hein. À l'époque, c'était pas insonorisé. Hein. Pendant la guerre, il n'y avait pas assez de travail aux tanneries. Hein. Alors, il a acheté le château de Langeais, et avec un bois qui était énorme. Il y avait 650 hectares de bois. Oui, oui, oui. Et les ouvriers, comme il n'y avait pas de... Les ouvriers allaient travailler donc à Langeais. Et il y avait 2 dames, dont ma mère, et puis une autre dame qui faisait la cuisine pour ces 68 personnes. Ils partaient le lundi matin, ils revenaient le vendredi soir. Et voilà, ça se passait, voilà le château. Pas le château, mais enfin tout le personnel qui était à Langeais. C'est vrai que c'était quand même une organisation de par le patron, là, comme j'ai connu, le grand-père, enfin,
Le père Le Nénaon. Le père Le Nénaon avec sa petite voiture électrique et ses moustaches, là, je me rappelle bien de lui. J'ai passé toute mon enfance et en face, on habitait juste en face le patron. Le Charmière, oui, je l'ai toujours connu, mais on était commerçants à Sèche, c'était pas le plus fort de notre clientèle, les tanneries, parce qu'on était à l'autre bout du pays, et à ce moment-là, les gens, ils venaient pas, ça restait dans les quartiers davantage. Par contre, je sais que mon grand-père, quand il venait à l'école, il mangeait chez la grand-mère Le Nénaon, la mère du patron, là. Non, la mère de Monsieur Le Nénaon. Oui, et il a assisté, lui, au tout début du grand-père, du père de Henri Le Nénaon, qui a commencé avec un ouvrier, je crois, et une brouette à l'époque. J'ai souvent entendu mon grand-père dire ça. Et le jour où le père a lâché, c'était impossible que les 5 marchent la main dans la main. Hein. Impossible. C'était quelqu'un qui commandait. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même que ça s'est effondré, qu'il est décédé en 60, monsieur le patron, en 1960 qu'il est décédé. Et c'est ses fils qui ont pris la succession. Et ça a plus ou moins été bien. Puis c'est là que ça a été en se déclenchant. Et puis qu'ils ont fait de mauvaises affaires. Que ça sombrait parce que vraiment ça a été une catastrophe pour les ouvriers. Ah oui. Quand on était dans la Manche au père Le Nénaon, on était très bien. Quand on était à côté de la Manche, on était moins bien. Je ne l'ai pas pour des pas connus. Moi, je l'ai vu avec sa petite voiture qui passe dans la grabière, c'est tout. Hein. J'ai vu, il n'est pas venu chez nous à la maison, mais il prenait sa voiture électrique. Il avait une petite voiture électrique, puis il sortait, il allait dans les rabières, il allait voir, il rentrait dans des maisons, sans frapper, il rentrait comme ça, et puis il regardait sur la cuisinière. Oh, les femmes, elles disaient, oh, qu'est-ce qu'on en a marre. Il est venu regarder dans nos marmites ce qu'il y avait à manger. Il faisait voir trop que c'était le maître absolu. Il le mettre partout, quoi. Même chez les ouvriers, dans les maisons, je vous dis. Et puis, il aidait beaucoup les familles nombreuses. Ils aidaient pour avoir des vêtements, des bonnes viandes. Vous savez, c'était un patron qui était... il était chef, un grand chef, c'était un grand chef, mais il était bon. Il avait de la reconnaissance à ses ouvriers. Ceux vraiment qui le méritaient, parce que ceux qui ne méritaient pas, il était un peu sévère. Hein. C'était quelqu'un d'original, assez grossier même. Enfin, pas quelqu'un de méchant, enfin, c'était une tête quand même. Un monsieur grand et fort. Bon, il y avait une bonne ambiance dans le bureau. Hein. Moi, je ne peux pas dire que... Hein. Et on avait des patrons, à part le patron qui criait de temps en temps, assez fort même. Le gros patron, enfin, le patron. Ah, il était né en 1877. D'accord. Alors, vous voyez, il est décédé... 1960. En janvier 1960, le jour de leur Saint-Raymond. Il avait 5 enfants, mais c'était toujours le patron ou le gros patron. Il ne fallait pas qu'on l'appelle monsieur Le Nénaon, c'était patron. Ah ouais, ouais. C'était... il est gueulard, mais c'était un bon patron parce qu'il avait le cœur sur la main. Parce que je me rappelle que papa, il a été malade, je me rappelle plus ce qu'il a eu, quelque chose d'assez grave, et que le père Le Nénaon, qui commandait partout, enfin ça c'est une autre affaire, eh ben il est venu voir papa au lit et il avait laissé une petite somme d'argent. J'ai vu une dame un jour, elle s'est amenée, elle dit j'ai perdu mon fils, mon petit bébé, je viens voir si je peux avoir un compte. Il me téléphone, hein. Il m'a dit descends le compte à un tel. Alors je descends son compte. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te donne un compte? Tu vas rien toucher, là, au moment de la paye, tu as pris les acomptes tout le temps. Ben oui monsieur, mais mon fils est décédé, comment que je vais faire? Alors je suis repartie, il lui a donné de l'argent pour pouvoir enterrer son fils.
Donc quand je me suis mariée, il m'a dit, t'as tout ce qu'il te faut chez toi? Ben, je dis, pas tout à fait, monsieur, on n'est pas trop argenté, hein, quand on a 20 ans, hein, pas trop, non. Il me manque un sommier, puis un matelas. Bon, le matelas, tu l'auras. Et mais puis il me dit, un jour, il vient, il me dit, allez, monte dans la voiture. Alors je monte. Et il est venu à la maison, il a regardé partout, puis il a regardé les lits, il a soulevé tout pour voir ce qu'il y avait. Ben, il dit, t'as un matelas, mais t'as un sommier maintenant, mais t'as pas de matelas. Ben, je dis, non, c'est une couette que ma grand-mère m'a prêtée, parce que bon, ben, j'ai pas les moyens de m'acheter un matelas. Ah bon, ben, demain t'auras un matelas. Alors j'ai eu un matelas, mais j'ai signé un papier, et 2 ans après, je lui ai rendu le matelas. À chaque mariage, par contre, on avait droit à une belle ménagère en argent. Ah ben, à votre époque. Moi, je l'ai. Ah ben oui, mais t'es jeune, toi, à côté de moi, Ah ben, moi, j'ai eu 6 cuillères, 6 fourchettes en argent. Bah oui, oui. Mais sans, comme ça, en vrac. On avait ça. Ah ben, j'ai eu la ménagère. En communion. En 49. En communion, on avait déjà ça. Quand on entendait la voiture qui arrivait, on regardait par la fenêtre, ou enfin, une ou deux regardaient par la fenêtre. Si le chapeau du patron était cabossé, on disait... Oh là là, faut pas se mettre entre ses pattes parce qu'on va se faire enguirlander. Et quand le chapeau était bien mis, on disait, ça y est, il est de bonne humeur aujourd'hui. Je crois que le premier coup de sirène était un quart d'heure avant l'embauche. Et quand, au premier coup de sirène, le concierge, parce qu'il y avait un concierge aux Charmières à l'époque, il ouvrait le portail et on voyait la voiture électrique partir. Et le midi, quand il était midi moins 5, le portail s'ouvrait pour qu'il rentre. Mais alors, il n'était jamais en retard à l'usine, hein, sûrement pas. Hein. Jamais. Et il ne prenait jamais de vacances. Ah non, ah bah non. Jamais. Une fois, il est parti 2 jours, je crois. Eh bien, la voiture électrique de Monsieur Le Nénaon, c'était une Satam. D'ailleurs, il peut vous dire qu'il l'a conduite, lui, la voiture. Alors, avec un copain, on dit, on va faire un petit tour avec la Satam. Quand mon beau-père était installé dans son siège, là, il a pour un moment, alors on faisait le tour des Rabières, puis route de Mateflon et tout ça, on faisait tout un tour, puis après, on revenait tranquillement, on laissait la voiture au même endroit. Lui, il s'en apercevait pas, le patron. Il avait fait toute la guerre, papa, à l'époque. Bon, il doit être rentré en 20 ou 21 pour travailler aux tanneries. Et il est parti parce que ils ont voulu faire un syndicat, je vous le dis, mais ça n'a pas marché. Et mon père, il n'a jamais voulu y retourner. Il voulait pas retourner aux tanneries. C'est pas rien, quand je me rappelle quand on avait monté un syndicat, c'était la CFDT dans le moment. Et puis de l'autre côté, il y avait la CGT. Et puis après, on avait passé à la CFDT. Ouf! On n'avait pas les bienvenus du patron en ce moment-là. Il n'aurait pas fallu la moindre erreur dans le travail parce qu'on était viré. Bah si, ils en ont fait du syndicat. Mais enfin, difficilement, hein, parce qu'il y en avait toujours qui se mettaient en travers. Moi qui étais pour la grève, que j'empêchais à ton père de faire la grève parce que je disais il y a des gens qui vont crever de faim avec ça. Par exemple, un jour ils ont fait une demi-heure ou 1 heure de grève. De grève. Mais ça a été une affaire aux tanneries, mais tous les commerçants de sèche ont été sanctionnés du père Le Nénaon. Ceux qui avaient eu le courage de vendre 1 kilo de sucre à quelqu'un qui avait fait la grève, oh ben oui. Ah ben les bains-douches, ils y allaient, mes enfants. Les aînés, ils y ont été aux douches. C'était gratuit. À l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, vous savez. On allait chercher de l'eau au puits, à l'époque. Et on pouvait quand même aller aux douches à la tannerie. Voyez-vous? Mais on payait. Ceux qui travaillaient à la tannerie ne payaient pas. Mais nous, on payait. On y allait tous les samedis, l'une après l'autre. C'était ouvert que le week-end ou c'était ouvert toute la semaine? On pouvait y aller comme on voulait? Oh, je m'en rappelle. On y allait le week-end seulement. On n'était pas, on n'a pas été noyés dedans. On avait des sacrées crises de fou rire parce qu'on se retrouvait
avec tous les gamins des tanneries, enfin des rabières. Et c'était, c'était ouvert à tout le monde, pas spécialement au personnel. C'était gratuit. Non, c'était payant. On apportait nos serviettes de toilette, notre savon, notre shampoing. On fournissait tout. On payait pour aller à la douche. On avait tant de temps, il fallait pas être trop longtemps parce qu'il y avait du monde et puis la douche s'arrêtait, il fallait que ça soit terminé. C'est la toilette derrière dans le petit cabanon, dans la lessiveuse. Et c'était chacun de notre tour. Ben oui, puis les aînés commençaient et on finissait par les derniers. Parce que, et pour pas salir on passait par la fenêtre de la salle à manger, de la chambre. Par la fenêtre de la chambre. Ben écoutez, c'est pas la peine d'avoir les pieds sales et de rentrer dans une maison. Il y avait le dispensaire qui a été créé quand même par le nano, et tout le monde en profitait. Hein. Alors le dispensaire, il y avait une infirmière et les ouvriers, quand ils étaient blessés, automatiquement, ils y allaient au dispensaire. Il y avait la pesée des nourrissons, une fois par mois. Bon, moi j'allais quelquefois aider l'infirmière pour peser les nourrissons. On avait une fille qui se détachait de l'usine toutes les semaines. Elle venait au dispensaire. Au dispensaire, oui. Hein, pour des familles qui étaient dans le pétrin ou n'importe. Enfin, il y a eu des aides. Et il y avait le service social aussi. Ça, c'était très important. Parce que nous, on avait une infirmière et puis, mais puis quand même, pas ça, mais quand on était malade, il y avait le service social. Et donc... on ne payait rien. On ne payait rien. Par exemple, pour les feuilles de maladie, tout ça, si on allait chez le médecin, on portait notre feuille au bureau, et puis voilà, on était remboursé tout de suite. Et ils nous faisaient payer, comment je vous dirais moi, une complémentaire, qui nous ont payé au début, puis nous, après, on en donnait une petite partie. Pour que la sécurité sociale ne nous remboursait pas tout. Moi, j'ai eu des lunettes, des fois, qui m'ont coûté rien du tout. On a eu une belle musique aux tanneries. Il y avait un chef de musique. Ah oui. Et puis des musiciens. Pour la direction des tanneries, le Nénaron en particulier, c'était important les déplacements de la musique des tanneries. C'était prestige. Ça représentait des tanneries, c'était l'image. Oh là là. Et elle était très écoutée, très appréciée. Il montait une musique, il embauchait des musiciens, et les musiciens étaient tout de suite dans l'usine. Puis on était combien 70 musiciens. C'était chef de musique comme chef de musique. Ils sont venus à Sèche. Oui, en 36, en 37, ils sont venus. C'était pour faire de la musique. C'est un recrutement vraiment. Ah oui. Il est venu exprès. Enfin, tout ce qui montait, il fallait que ça marche bien. Et pour aider que ça marche bien, il donnait les bons postes. Et puis c'est à ce moment-là que les ouvriers qui étaient rentrés là-dedans, ils n'avaient plus droit au bon poste. Nos déplacements, on les faisait en car. Ils servaient aussi. Oui, les cars des tanneries, c'était chef de clique. Et puis après, on était 6, 7, 8 à Cléron. Après, on a pris la trompette. Mais après la trompette, j'ai pris la trompette d'harmonie, moi. Moi, quand j'ai eu mon certificat d'études, j'avais 12 ans, j'étais au Mont-Saint-Michel avec le quart des tanneries. La musique, on allait 3 jours à Paris, tout frais et payé. Ouais. Payer l'hôtel et payer tout. Ah ça, c'était... On a fait énormément de voyages avec la musique, l'harmonie des tanneries ensuite. La chorale. Voilà. Oui, il y avait une chorale. Ah oui. Les gars de Corzé, les pinières, les gars de l'épinière, ils restaient à la porte de l'église parce qu'il n'était pas question qu'ils rentrent dedans. Et les autres rentraient à l'église. Il y avait une fête à Sèche et une fête à Madelon. Et donc, on était
On était déguisés et il y avait la musique qui était devant. Et nous, on les suivait. C'était la fête du Loir. Bon, il faisait de la gymnastique beaucoup, du football. La femme du plus jeune fils, le Nénaon, était prof de gym. Elle donnait des cours de danse en même temps. Derrière la salle de cinéma, derrière il y avait tout un grand bâtiment où il y avait tous les trucs pour la gymnastique, hein, le cheval d'arçon, les anneaux, il y avait tout ça. C'était Monsieur Mindroux qui s'occupait de ça, de la gymnastique, et il partait. Il y avait à l'époque il y avait deux cars qui appartenaient aux Tanneries Angines et qui faisaient les déplacements pour aller dans les fêtes comme ça. Ils avaient des tenues superbes. Hein. Il y avait trois équipes seniors. Et puis autrement, à l'époque, il y avait les cadets, les minimes, les juniors et les seniors. Alors moi, j'avais entrepris de laver les maillots. Les gros maillots, vous savez, c'est plus les maillots de maintenant. C'est plus maintenant, oui, en coton. Et puis ils avaient été collés des chiffres en plastique, alors qui faisaient déchirer le maillot à tous les machins. Il fallait que je raccommode ça, moi. Je vous dis, même l'hiver, quand ça séchait pas, on accrochait ça dans la salle à main. Au-dessus du poêle. De là. Ouais. Tout était accroché dans la salle à manger. Je vais vous dire que c'était pas triste. Hein. Les vestiaires, c'était un vieux camion. Hein? Peut-être bien. Non, bah si. Je m'en rappelle plus. Si. En tous les cas, il n'y avait pas d'eau. Non, il n'y avait rien. Tandis que maintenant, il y a ce qu'il faut maintenant. Il y avait la natation. On n'en a pas parlé, ma tante, mais elle a appris à nager J'ai appris là-bas. sur les bords du Loir, là-bas. Vous savez, c'est chez des prés, là, on Avron, ouais. Et puis il y avait des cabines, il y avait tout ça. Et moi, c'est pareil, j'ai appris à nager. C'est là qu'on a appris à nager. Avec, c'est vrai que c'était super bien pour l'époque, hein. Ça faisait comme une petite plage, il y avait les pontons, il y avait le plongeoir, il y avait, ah bah oui, maître nageur et tout, hein, il y avait tout. Il y avait monitrice, il y avait tout ça. Oui, c'était... C'est là quand j'ai appris à nager, moi. C'était dans les années, 56 jusqu'à, oui, je sais plus. Il y a eu la piscine, c'est vrai. Mes enfants, je les emmenais, c'est là qu'ils ont appris à nager. La grand-mère à Simone, elle faisait les entrées à la piscine. Puis elle était pas facile, hein. Fallait peut-être bien marcher droit, et puis... ouais. Tu te rappelles, il y avait des matchs de water-polo. Oui. J'ai appris à nager, mais j'ai jamais fait de progrès puisque j'ai peur de l'eau. La salle des fêtes. Ah, ça, c'était une belle salle. Il y avait du cinéma. On avait à Noël, on adorait ça. On allait voir un film. Et à la fin du film, on avait des petits sachets de crottes et de fondant. Et on y allait, et on s'arrangeait, puisqu'on avait des enfants. Un dimanche, c'était mon mari, le dimanche d'après, c'était moi avec ma voisine. On faisait comme ça, hein. Oui, il y a eu des beaux films. Oui, on n'y allait pas beaucoup parce que les enfants n'étaient pas très âgés, vieux, alors, mais enfin on y a été quand même. Même au Noël, tout ça, ils faisaient pour les enfants. Et puis ils leur donnaient à Noël. Alors on y allait. Oh mais c'est vieux. Eh ben, c'était Les Misérables. Et c'était avec Jean Valjean à l'époque. C'est vieux, ce que je vous dis. Et Jean Valjean, c'était Harry Bord. C'était des vieux films. Hein. J'y suis allé pas mal parce que ma mère a fait quand même... elle faisait Elle a fait l'ouvreuse pendant des années. Ah oui, je m'en rappelle. Ah oui, Marie-Louise. Ah oui. Hein, le samedi, alors donc c'était que le samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Ah oui. Alors les films qui m'ont marqué, moi à l'époque, c'était toute la série des... Il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait des films de KPDP, moi les noms je sais plus, mais il y avait des films où c'était Joselito. C'était le truc, l'enfant à la voix d'or, je sais plus comment ça s'appelait. Besar tus labios quisiera.
truc, c'était un peu espagnol ou un faux, et ça, il y avait un monde. Ah là là, quand c'était ces films-là, c'était... oh là là, c'était fou, là, il y avait la queue. Hein. Et c'était les employés des tanneries qui s'occupaient du cinéma. Oui, donc, Et moi, je faisais partie, je déchirais les tickets d'entrée avec maman. Je l'ai fait aussi. Pierre Wallet. Madame Wallet. L'ouvreuse. Madame Wallet, Madame Wallet, elle était à la caisse. Elle vendait les bonbons. Et puis, Elle vendait des bonbons. Non, mais le théâtre, ça marchait. Tous les hivers, il y avait 1 ou 2 pièces de théâtre. Il y avait 2 sociétés aussi. 2 sociétés, Il y avait, oui. Non, c'était très bien, quoi. Moi, je faisais pas du théâtre, mais j'étais machiniste aux tanneries. Alors, on montait les théâtres, on les échangeait. Quand on jouait, comment déjà, qui était si longtemps. Le bossu. Le bossu, quand ils ont joué le bossu. Dans les sèches. Ah à sèche, oui. On a joué les bossus. Dans les sèches. Il y avait du monde, hein. Il y avait des... Oh là là, il y avait une belle salle. Il pas de télé, hein. Il avait fait une revue, vous savez, un petit peu. Il y avait Monsieur Swann qui s'occupait de ça. Vous savez, le gendre Monsieur Nénénao. Alors il s'occupait de ça. Je m'en rappelle, alors c'était un petit peu contre la commune. Ils se fichaient souvent des... Parce que à la tannerie, ils avaient leurs pompiers, ils avaient leur autopompe à l'époque, et puis les pompiers. Hein. Mais tandis que la commune, c'était pensé, c'était des vieux trucs. Et justement, mon père, il était pompier, là. Mais il faisait partie de la commune, papa. Alors c'était une revue, alors tu vois comment ils étaient. Oui, oui. Si, j'ai vécu aussi à l'école, dans cette salle-là, la remise des prix, fin juin, tout ça, où on avait... c'était des beaux livres, hein, je m'en rappelle. J'ai encore mes livres des prix, hein, des beaux reliés, là, la couverture rouge, là. Il y avait des choses bien quand même, comme par exemple à Noël, tout ça, il y avait des colis de nourriture, des friandises pour les enfants, une séance de cinéma. Et mes enfants, elles se rappellent beaucoup. À Noël, il avait des petits cadeaux, toujours des grottes, des petits jeux constructifs, que je vous dirais, des jeux de petits chevaux, des jeux de dames, des trucs comme ça. Vous fabriquiez des jouets pour Noël? Moi, oui. Des jouets en bois. Puis, des jouets en bois pour tous les gamins. Des petits camions. Ça durait au moins 1 mois ou 2. Hein. On fait des petits camions, on fait un peu de tout. Hein. Et puis les petits gars, chez nous, enfin, il avait des jeux de construction, de mécano, ah si, on peut dire. Et puis nous, on avait notre colis, on avait la dinde, on avait des châtaignes, des marrons, si vous aimez mieux, en boîte. On avait les bouteilles, on avait tout ce qu'il fallait pour faire notre colis de Noël. Nous, en tant que musique, on était de service, bien entendu. Je me rappelle, vous aviez obtenu à Noël des galoches. Dans la rue Henri Théier, il y avait quand même, il ne faut pas l'oublier, il y avait une maison qui avait été consacrée pour faire la coopérative. Voilà. Donc la coopérative où tous les ouvriers pouvaient aller acheter... Oui. C'était un genre d'économar, quoi. Ça nous faisait pas tort. De toute façon, ils ne faisaient pas la charcuterie, ils faisaient juste l'épicerie. L'épicerie, et puis il y avait le lait. Et le lait. Et on n'avait pas d'obligation d'y aller. Hein. Non, mais on y allait souvent, parce qu'il y avait... on y allait parce que c'était moins cher. Oui, voilà. Le lait, tout ça. La farine. On avait avantage à y aller. Ouais. Ils commandaient du poisson, alors on faisait venir du poisson. Genre de coopérative, je me rappelle de ça, il y avait 1 kilo de poisson, celui qui voulait être inscrit. Petite boîte en bois, comme ça, avec 1 kilo de poisson dedans. Du poisson, comment ça s'appelait déjà? La caissette lorientaise? Oui, c'est ça. La coopérative avait organisé un système de location de machines à laver qui allait de maison en maison. Et donc, on avait un petit diable qu'on tirait, comme ça, enfin, quand je dis on, c'est sitôt qu'on était en force de le tirer, on y allait, nous, les enfants. Et alors, ça nous amusait beaucoup parce qu'on allait porter la machine chez la voisine. Maman louait une machine à laver. Parce Toutes les semaines. Et on allait la chercher avec la brouette.
chez la tante. On faisait les 24 heures du Mans avec la machine à laver. On se demande comment elle marchait encore cette machine. Maman mettait la machine à laver à l'entrée de la pièce et à la fin du programme, vous la retrouviez. Nous n'avons, mon mari et moi, pas eu droit à une maison. Une maison lorsqu'on s'est mariés parce que un jour, mon mari avait eu la bêtise de dire à son patron que les maisons, c'était des maisons en carton. Alors donc, lorsqu'on s'est mariés, on n'a pas eu droit à avoir une maison. Bah, on avait demandé un logement et puis il n'y en avait pas, alors c'était réservé aux musiciens. Je ne sais pas si vous connaissez les rabières que l'on appelle. Un petit peu, oui. Eh bien, tout ça, c'était construit par les ouvriers des tanneries. Ah oui, pour loger les ouvriers, mais pas gratuitement. Quelqu'un qui faisait partie de la musique, il était assuré d'avoir un logement. C'était le procédé du grand patron. Ah oui, oui. Avoir un logement, c'était précieux, hein, ça, à l'époque. Les Rabières, c'était une première rue qui montait jusqu'en haut, une deuxième rue qui montait au Christ, hein, et une troisième rue qui montait à Matlon. On était logés, c'est-à-dire que c'est ça qui nous a empêchés de construire, c'est qu'on payait un loyer dérisoire. Et puis on avait quand même des maisons, pas avec le confort qu'on connaît maintenant, hein, mais quand même, ah oui, on était bien logés. On avait acheté une petite maison au Bourgneuf. Et puis quand j'ai attendu mon 4e enfant, c'était pas si grand. Alors on a demandé aux tanneries Angevines pour avoir un logement qu'on est devenu dans les Rabières. Oui, mais on était heureux de la trouver. Hein. Ah oui, c'était bien. Parce qu'il y avait crise de logement et crise de travail. Ben, c'était attribué au début aux ouvriers. Et puis on ne payait pas. Et après, on s'est mis à payer un tout petit peu de loyer. Mais on retouchait, comme j'avais des enfants, je retouchais un tout petit peu la location logement. Et on n'avait pas d'eau. On allait la chercher dans comment je vous dirais, une pompe. Et puis après, ils ont mis de l'eau sur les l'évier. Après, c'était dans les toilettes, on avait demandé. Les toilettes étaient dans les cabanes, donc c'était pas bien sûr comme maintenant, mais enfin. Dans les logements, à l'époque, il n'y avait pas ni de toilette, ni de salle de bain. Non. La seule, il y avait juste la route de Matlon, où il n'y avait pas de salle de bain toujours, mais les toilettes étaient sur le perron. Oui. Et nous, quand on s'est mariés, comme mon mari était menuisier très bricoleur, n'est-ce pas? Donc il avait fait, et on a eu la première salle de bain de la rue Henri Théier. Et les toilettes. On avait même des petits jardins auprès de ruisseaux, auprès du docteur là. Celui qui voulait faire ses jardins, on a eu un, nous. Et puis quand mon mari s'est mis à rouler, il n'avait plus le temps, on l'a laissé. Et on ne payait pas. Quand c'était les communions, tout ça, on décorait nos rues, nous-mêmes. Alors, ils nous donnaient un petit peu de sur de bois pour faire... on allait chercher... Les enfants allaient chercher des fleurs, tout ça. Oh, c'était beau, hein. Par contre, quand Monsieur Le Dédaon passait avec sa petite voiture électrique, quand il y avait des maisons, je me souviens, les clients disaient ça, quand c'est pas assez fleuri, il disait à son personnel, tu diras à ta femme que c'est pas très beau devant chez vous, il faut refleurir. Nous, lorsqu'on est arrivés en 1955, puisque c'est mon père qui avait été le premier qui a été employé donc aux tanneries, qui est rentré, donc on avait une maison au numéro 6 de la route de Matlon. Et puis, donc, moi, j'y suis restée jusqu'à ce que je me marie. Et quand nous sommes mariés, alors nous, on avait habité rue Henri Théier. Et mes beaux-parents habitaient aussi au 1 de la rue Henri Théier. Pour les habitations, les loyers étaient retenus sur les payes. Ah ouais. Il était retenu sur le paye, mais je vous ai dit quand même logé pratiquement gratuitement, parce qu'il y avait une prime qui était rajoutée par la suite.
Ah, pas vous. Non, et moi quand je faisais les payes, ça n'existait plus ça. Oui, mais au départ ça existait. On retenait le montant du loyer et on rajoutait comme prime après. Ah oui, mais non, moi après non. Au départ c'est comme ça que ça se passait. Il ne fallait pas fréquenter toutes les rues, hein. C'était pas possible ça. Non. On avait chacun, même j'ai des photos que je pourrais vous faire voir avec les chauffeurs, on a fait des repas ensemble arrangés. Pour moi, c'était très bien parce que j'avais quelques copines qui viennent encore me voir, hein, et on faisait attention parce que c'était une cité, hein. Et puis on avait de l'occupation quand même, on n'avait pas de machine à laver, on avait tout ça. On n'avait pas tout ça, il fallait bien. Mais enfin, moi je dis que j'ai eu une belle vie. C'est la rue des Rabières qui a été construite la première. Après, ça a été la rue Henri Théier. Alors, c'est des belles petites maisons. C'est comme la rue Henri Théier, c'est vrai. Il y en a encore qui sont restaurées, que les gens ont achetées parce qu'elles ont été vendues pas cher. Hein. Quand la tannerie commence à aller à décliner, là, que ça allait plus, ben, ils vendaient les petites maisons. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté, hein, des ouvriers, puis qui les ont réparés, restaurés. Je revois ça comme je l'ai vécu, quoi. Ben, le groupe Pasteur, ça a été fait par le patron, ça a été fait, et c'était pour loger tous les supérieurs. Les comptables, les contremaîtres, tout ça, c'est là qu'ils ont été logés. Bon, ben moi, c'est là que je suis né. Hein, je suis né à Sèche, puisque la sage-femme, elle habitait juste à côté. Moi, je peux dire que j'ai quand même eu la chance que quand je suis né et tout ça, nous, dans cette maison-là, c'était quand même, moi je suis né en 46, il y avait le chauffage central. Hein. C'est-à-dire on avait l'eau chaude et quand la chaudière marchait, on avait l'eau chaude, l'eau froide. On avait la salle de bain. Il y avait pas de douche, mais il y avait la baignoire et le lavabo. Enfin bon, il y avait tout ce qu'il fallait. Les toilettes, enfin tout. Il y a quand même des bons souvenirs. Il y a du mauvais, mais il y a des bons souvenirs. Mais c'est ça qui était bien, c'est qu'on vivait tous, tous ensemble, forcément. Oui, oui.